Bonjour et bienvenue au Triangle des idées pour l'édition jeunesse. Pour cet été, en deuxième édition, nous allons parler de sujets d'actualité avec les adolescents et les jeunes adultes du Témiscamingue. C'est par nos actions concrètes que ça va passer plus que par des mots. Je suis pas contre pantoute, là. J'aime ça comme que ça c'est notre Témis aussi. Cet été, je me suis vraiment donné l'objectif de découvrir plus de territoires témiscamingue. Tout ce qui touche à l'art, je suis pas mal là-dedans. Nous tenons à remercier le Club Richelieu de Lorrainville, fier partenaire officiel du Triangle des idées, édition jeunesse. Bonjour et bienvenue au Triangle des idées pour l'édition jeunesse. Pour cet été, en deuxième édition, nous allons parler de sujets d'actualité avec les adolescents et les jeunes adultes du Témiscamingue. Donc aujourd'hui, on parle d'environnement avec Sarah-Jeanne Manta et Félix Lemens. Bonjour. Salut! J'aimerais que vous vous présentiez un petit peu, à savoir votre âge, c'est quoi que vous faites comme études et pourquoi vous êtes bien placé pour nous parler d'environnement et de sujets connexes. Sarah, si tu veux commencer. Dans le fond, moi, j'ai 22 ans puis je suis étudiante à l'UQAM en cinéma. Ça n'a pas vraiment rapport avec l'environnement, mais dans le fond, je me suis tout le temps intéressée un peu à... c'est sûr que je suis quand même proche de la nature et tout. J'ai été élevée en forêt aussi, fait que c'est sûr que l'environnement, c'est un sujet qui me tient à cœur. Puis en pleine crise climatique, c'est sûr que il y a beaucoup de trucs dans mon quotidien que j'ai adoptés comme pour essayer de faire attention à l'environnement puis à tout ce qui nous entoure. Ouais, moi, c'est Félix. Je suis étudiant en anthropologie à l'Université de Montréal. J'ai le Témiscamingue de tatoué sur le cœur. Puis j'ai le goût de revenir ici. Puis j'ai un projet d'auberge de jeunesse autosuffisante. Parce que je pense que le mode de vie autosuffisant, c'est vraiment la clé à bien des problèmes, surtout d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique, tout simplement. J'aimerais commencer avec une question assez large et précise en même temps. Qu'est-ce que vous faites à tous les jours pour améliorer votre mode de vie au niveau de l'environnement? Bien, je pense que la première chose à faire, c'est de conscientiser notre entourage, c'est sûr. Mais oui, il y a des trucs à faire au-delà de ça, mais de conscientiser les gens qui nous entourent sur les impacts que nos gestes peuvent avoir sur l'environnement. Puis, c'est sûr que là, il y a la base, genre recyclage, compost. Là, je pense que ça va de soi, là, tout le monde fait ça. Mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de trucs de notre quotidien qui peuvent affecter l'environnement qu'on ne sait pas nécessairement. Puis, par exemple, on dit souvent voter, c'est acheter, mais souvent, c'est ça. La manière qu'on consomme tout, là, on est dans une société de consommation vraiment rapide, puis de réfléchir quand on va à l'épicerie, qu'est-ce qu'on achète, cette tomate-là, est-ce qu'elle vient, de où elle vient, du Mexique, genre, ça devrait même pas être, genre, selon moi, dans nos épiceries, des trucs comme ça. Fait que c'est sûr, qu'est-ce qu'on achète aussi au niveau de la mode. J'encourage les gens à aller en friperie beaucoup. C'est vraiment toutes les comment on appelle ça, fast fashion et tout, ça devrait pas exister. Encore, il y a une exploitation humaine aussi derrière ça qui est assez grave. Fait que je pense que il y a beaucoup de choses à faire dans notre quotidien, puis aussi de conscientiser les gens de l'impact que ça a, nos gestes sur l'environnement. Ça peut... c'est un grand pas vers la guérison de notre société. Donc, l'éducation passe en premier. Oui, c'est ça. Et pour toi? Bien, pour ajouter à ce que tu viens de dire, je pense que oui, il y a l'éducation, mais je pense que c'est par nos actions concrètes que ça va passer plus que par des mots. Je pense que c'est la démonstration qui fait le plus son effet. Puis oui, en effet, faire des choix côté vêtements, s'acheter des vêtements qui contiennent des matières organiques, donc qui vont se décomposer. Parce que juste, par exemple, lorsqu'on met notre linge qui contient du polyester dans la sécheuse, juste ça envoie des microplastiques dans l'environnement sans qu'on le sache. Dans l'eau aussi, quand on fait notre lavage. Donc, des matières organiques pour nos vêtements, des produits locaux. L'autosuffisance, là, c'est justement, ça touche à ça beaucoup.
Le transport, là, c'est la première cause de gaz à effet de serre. Là. C'est vraiment, il faut réduire la distance d'où on prend nos aliments. Puis quitte à pas de manger de kiwi, là, t'es-tu obligé de manger ton kiwi le matin? Je veux dire, dans un sens, on pourrait s'alimenter avec plus de fruits et légumes qui viennent d'ici. Tout ce qui est exotique. Je veux dire, c'est ça, il y a un changement de mode de vie drastique à faire, je crois. Oui, ça implique de faire des coupures, peut-être, dans notre confort, mais c'est nécessaire, je crois, parce que on le voit, là, chaque été, là, on le voit comment c'est plus instable, le climat. Là. Genre, on peut le remarquer. Si c'est remarquable de notre point de vue humain, là, c'est que c'est un changement qui est assez grand. Là. L'instabilité climatique, là, c'est toujours pire chaque été, en tout cas. Plus précisément, est-ce que vous auriez des exemples justement de choses du quotidien que vous essayez d'inculquer à votre routine, du transport en commun, justement de manger plus local? Est-ce que vous auriez des exemples plus... Ben, c'est sûr que, mettons, avoir un jardin, je pense que ça peut aider. Là. Nous, on a une serre chez nous et tout. Manger local, pas manger de viande. Je veux dire, je sais que ça crée beaucoup de polémiques, mais je pense que ça, c'est une bonne habitude à prendre aussi. Ou bien réduire sa consommation de viande parce que c'est extrêmement polluant de manger de la viande. Ça dépend à quel niveau, mais sinon, acheter nos trucs en friperie. Ben, je sais que j'en fais plus que ça, mais genre, ça ne vient pas tant à l'idée en ce moment. On dirait que j'ai de la misère à genre... Je suis d'accord. La réduction de nos sources de protéines, là, ça se fait très bien. Je le fais aussi. On est capable d'aller chercher tous nos nutriments dans le végétal. Après ça, si on aime manger de la viande, là, je veux dire, on peut en manger. Je veux dire, faut pas s'empêcher non plus. Là, on est des carnivores aussi, dans un certain sens. Là, on est des singes qui mangent de la viande. Là. Je veux dire, il y a une partie... je pense que la réduction, plutôt que l'abstention, c'est déjà un pas vers... c'est beaucoup plus vert, là. Mais c'est sûr que, mettons, nourrir une vache, là, pendant un an, là, on nourrit une centaine d'humains. La quantité d'eau et de nourriture nécessaire pour qu'elle... Oui, exactement. Le soya, admettons, là, qu'on utilise, ou luzerne. Ça, c'est sûr qu'on va utiliser peut-être un autre type de maïs, mais il suffit juste de prendre un maïs qui est plus goûteux pour l'humain. Puis on nourrit beaucoup plus de gens avec ça. C'est juste que la viande, c'est tellement savoureux. Mais ça... Non, vas-y. Avec la polémique de la viande, souvent, les gens vont troquer la viande d'épicerie pour la chasse, ce qui est quand même beaucoup moins dommageable pour l'environnement. Un troupeau de 10 000 vaches condensées qui ont des mauvaises conditions de vie avec justement du gavage quasiment comparativement à l'orignal qui mène une belle vie dans la forêt et qui aide à son écosystème. Il y a quand même une grande différence. Oui, parce que, mettons, pré-consommer... Tu sais, souvent, il y en a qui me disent, genre, ouais, mais tu manges du soya, OK, mais genre, le soya, il faut que tu le cultives, puis tout, oui, ça prend de l'eau et tout, mais genre, si tu élèves un cochon, il va falloir que tu lui donnes du soya. Pourquoi tu ne consommes pas directement la protéine, genre, avant de... Tu sais, c'est logique. Là. Puis aussi, tantôt, tu demandais, tu sais, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on fait, mais je pense que le mode de vie minimaliste, un peu, ça peut aider aussi. Tu sais, je parlais de friperie et tout, mais en soi, dans notre mode de consommation, genre faire attention à qu'est-ce qu'on achète. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Tu sais, aujourd'hui, il y a Amazon, il y a plein d'affaires que c'est tellement dommageable pour l'environnement puis pour les êtres humains qui... Tu sais, en ce moment, nous, on ressent pas nécessairement les changements climatiques, là, mais si on pense aux animaux et tout, la nature, tu sais, c'est comme... L'ONU a déclaré l'état d'urgence. D'ici 2030, si on ne change pas drastiquement nos habitudes de vie, il va y avoir une augmentation de 1,5 degrés. Je pense que c'est en Colombie-Britannique qui annonce des chaleurs dans les 40-50 degrés Celsius. Ça, c'est déjà en cours, là, ouais. Puis il y a des feux de forêt records aussi. J'avais un point sur
la viande puis l'agriculture. Je pense que si on pourrait faire des gros élevages, mais si on fait plus de la permaculture. Le concept de permaculture, c'est de recréer un écosystème qui mime les échanges et l'équilibre qu'il y a dans la nature. Donc, il y aurait des animaux, mais les animaux fertilisent les plantes. Il y a certains autres animaux qui vont venir être des espèces d'insecticides naturels, puis qu'eux aussi vont fertiliser. En plus de manger les insectes, on se crée un micro-environnement comme ça. Puis même lorsqu'on crée un micro-environnement comme ça, on s'arrange aussi pour être carboneutre. Donc, on fait pousser des arbres, assez d'arbres qui vont capter autant de gaz à effet de serre que produisent nos animaux. La permaculture, en plus de ça, c'est moins coûteux. C'est bizarre, hein? Mais l'agriculture de masse, oui, c'est optimisé pour avoir un grand volume, là. Mais si on utilisait des moyens naturels, là, on aurait des résultats pour moins cher. Le pire, c'est que le mode de vie autosuffisant aussi, c'est plus économique. Même du côté économique, là, c'est un avantage. Je vois pas pourquoi on le ferait pas, en fait. Parce qu'avoir des permacultures dans nos régions, dans notre province, enlèverait beaucoup d'exportations de loin. Au Québec, on a une certaine production bovine, une grande production de cochons, de porcs. On a le lait, les œufs, mais c'est sûr que d'avoir encore plus, mais chez nous, ça enlèverait énormément de coûts. Mais là, avec les nouveaux accords qui entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, il y a beaucoup de transport et d'exportation, d'import-export, quand même à cause de ces ententes-là. Même pire que ça, il y a un commerce triangulaire entre la Chine, le Canada et les États-Unis. Et la plupart du porc qu'on produit ici n'est même pas consommé ici. Il y a un échange, puis la Chine, c'est loin, là. C'est de l'exportation pour rien. On exporte nos produits de qualité qui sont élevés dans des meilleures conditions qu'aux États-Unis, puis on achète d'ailleurs. Il y a un gros problème de ce côté-là, puis c'est des accords politiques. Le problème, vraiment, là, à la source, c'est qu'on a des accords économiques qui vont avoir des répercussions si on les coupe. On veut pas ça, parce qu'il pourrait y avoir des représailles à l'international. Ça passe vraiment par l'individu, en réalité. Faut pas attendre un changement politique, ça n'arrivera pas. C'est vraiment... C'est individuel. Puis... Mais collectif aussi en même temps, parce qu'il faut tout qu'on se mette ensemble à un moment donné. C'est comme... Mais le collectif passe par l'individu. Ouais, c'est sûr. Là, mais le collectif, c'est un concept qui rassemble la masse d'individus. Donc, oui, la conscientisation, mais c'est quoi qu'on peut gérer en réalité? C'est notre nombril, je pense. Parce que ça, c'est mon point de vue, là. Mais j'ai l'impression que si on fait des actions individuelles, ça va paraître. Si on réussit des projets, les autres vont le voir aussi. J'aimerais avoir votre avis sur justement cette vision-là au Témiscamingue. Est-ce que vous trouvez qu'on est quand même rendu assez loin? Il y a des jardins communautaires, il y a certaines personnes qui vivent de l'autosuffisance, il y a des magasins locaux qui commencent à ouvrir, comme à Ville-Marie. Je pense qu'il y a comme un café d'achat local, Coup de cœur québécois, qui est ouvert en novembre, mais c'est promotion d'achat local. On a très peu de chaînes de restaurants, on a des restaurants locaux. Est-ce que vous trouvez qu'on est assez avancé? Est-ce qu'on pourrait faire plus? Dans quel domaine il y a une lacune? Mais je pense honnêtement qu'en région, on a quand même une longueur d'avance sur les villes en général. Puis je suis vraiment fière du Témiscamingue aussi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements, mettons les environnements et tout, qui visent à protéger ou remédier un peu au changement climatique à petite échelle. Puis je pense qu'on pourrait, nous, en tant que région, devenir un modèle aussi, voire pour le Québec. Je pense qu'on a le potentiel au Témiscamingue, là, vraiment, pour tout ce qu'on amène à la région. Moi, je pense qu'on a peut-être une longueur d'avance sur certains points. L'achat local,
Ça, c'est un bon point. Mais reste que tout est loin hein, ici. On se déplace en voiture. On n'a pas nécessairement accès à un réseau électrique efficace pour charger des voitures électriques. Mais d'ici 2035, là, il y a un plan entre le gouvernement du Québec, Hydro-Québec et Énergir pour vraiment amorcer une transition énergétique vraiment. C'est très encadré. Là. Le plan, là, c'est d'ici 2035, là, le Québec serait carboneutre. Puis pour ça, on parlait des voitures électriques, ils vont vraiment développer le réseau de bornes électriques. Puis même, ça va toucher le Témiscamingue. Parce que d'ici 2035, là, il n'y a plus aucun véhicule à gaz qui peut être acheté. 2035, il va y avoir une interdiction. Donc, puis déjà là, il y a plus de véhicules électriques qui s'achètent dans le monde que de véhicules à gaz. C'est déjà commencé, là. Mais d'ici, moi je pense que la partie, nos faiblesses, là, en ce moment au Témiscamingue, là, c'est vraiment le transport à gaz. C'est ça qui est le pire. Puis et qu'on n'ait pas vraiment accès. Je veux dire, les gens qui ont des chalets là, dans le chemin de pénétration, au 100e kilomètre, là, comment ils font s'ils ont un véhicule électrique? Là? Ils ont 400 km d'autonomie, mettons, là, puis ils n'ont pas de borne à leur chalet, là, nécessairement. Ça devient compliqué. Le Témiscamingue est comme... C'est que ce plan de transition énergétique-là ne prend pas nécessairement ça en compte. Ça nous prendrait en fait des véhicules hybrides ici, je crois. Mais même là, si on fait des efforts pour réduire notre empreinte écologique, devenir carboneutre en tant qu'individu, c'est-à-dire sur notre terrain, si on a assez d'arbres pour équilibrer notre production de CO2, ben il n'y a pas de problème. Le but, c'est non seulement de réduire, mais idéalement même de capter plus, parce que là, on est en surplus, puis il y en a à toutes les secondes, il y en a trop qui se lancent dans l'atmosphère. Mais c'est ça, le problème, là, le réel problème, là, c'est que les gaz à effet de serre, là, plus particulièrement le CO2 ou le méthane même, ces gaz-là sont composés de carbone. Puis il y a un cycle du carbone sur la Terre. Il faut laisser le temps à ces gaz-là de se redéfaire, d'être captés par les plantes, ensuite de retourner sous forme de sucre dans les plantes, puis ensuite de retourner dans la Terre. Il y a vraiment un cycle, là, c'est pas permanent. Là. Lorsqu'on parle d'émissions de gaz à effet de serre, c'est pas un phénomène qui va être permanent. Là. Il y a vraiment un cycle qui va permettre de recycler ça. Il faut juste réussir à se mettre à zéro, puis même d'en capter un petit peu plus. Mais c'est ça, comme on disait tout à l'heure, là, ça passe par l'individu et le collectif aussi. L'affaire, c'est que côté éducation, je pense pas que c'est tout le monde qui comprend ces principes-là. Mais, vas-y. mais juste, mettons, dans les écoles en ce moment, là, l'éducation, je pense qu'il devrait avoir un mode d'éducation beaucoup plus alternatif puis basé sur comme qu'est-ce qui s'en vient, avec la crise climatique et tout. Parce que nous, je veux dire, on est en Occident, on est sur le bouclier canadien, on est fucking bien, genre. On ressent pas nécessairement là, les changements, mais genre, tu sais, puis je sais que c'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais qui pense au petit ours blanc qui est en train de se noyer sur sa banquise. Moi, ça me fait pleurer, genre. Tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui pense de même, mais comme, genre, c'est ça. Je pense que faut juste essayer d'ouvrir notre empathie parce que ça, à un moment donné, ça va nous toucher aussi. Puis je sais que l'être humain est en soi très individualiste, mais en ce moment, ça touche beaucoup de monde, sauf nous. Fait qu'on dirait que c'est dur tu sais, ouais. Tu as parlé un peu d'école. Est-ce que vous, justement, dans l'éducation témiscamienne, est-ce que vous avez reçu une certaine éducation avec votre empreinte environnementale? Être amené à apprendre ou à changer ses habitudes de vie, ça dépend peut-être? Je pense qu'on est chanceux. On est une des premières générations qui se font sensibiliser depuis le primaire. Là. On est conscient de tout ça. Puis même, tu parles à des enfants, là,
de 10 ans, mettons, là, ils sont très conscients des phénomènes des gaz à effet de serre, de nos émissions de gaz à effet de serre, du plastique dans l'océan, de toutes les problématiques associées à la pollution. Je pense que c'est une bonne chose, sauf que justement, vu qu'on est une des premières générations qui sont réellement sensibilisées depuis qu'ils sont jeunes, le changement, il se fait pas tout de suite. On n'est pas encore majoritaire dans la société. Ça s'en vient, mais c'est pas encore le cas. Je veux pas dire qu'il y a des gens... on est sensibilisés depuis qu'on est jeune, ça veut pas dire que les gens plus vieux que nous, là, ils sont pas conscientisés. Moi, je sais pas à quel point à l'école j'ai été conscientisée sur la crise climatique. Je dirais primaire, secondaire, j'ai pas tant de souvenirs. L'éducation que j'ai eue, là, c'est surtout par l'entremise de l'art. Puis ça, c'est un autre truc, tu sais, que tu disais, qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien, mais c'est un truc que je pense que, tu sais, en gros, c'est ça que je vise faire, c'est de conscientiser les gens à travers l'art, le cinéma, la littérature, tu sais. Puis justement, c'est pour ça que j'ai étudié en cinéma, pour changer, ouais, essayer de changer les choses. Puis c'est sûr que l'environnement, c'est quand même haut dans ma liste de trucs que je veux aborder dans mes films. Fait que, tu sais, je pense que moi, ça m'a vraiment aidé là, de consommer, tu sais, la musique, des livres, peu importe, qui parlent de notre empreinte écologique. Puis, Parce qu'on voit de plus en plus, autant sur les plateformes comme Netflix, à la télévision, des documentaires, des capsules informatives, peu importe, beaucoup de contenus télévisuels, auditifs sur l'environnement, des podcasts où est-ce que les gens discutent et ça prend de plus en plus de place dans nos vies et c'est très, très bien justement parce que c'est des comment je pourrais dire ça? C'est des modes de transmission bons pour les jeunes, qui est très facile à avoir. Donc, l'éducation se fait aussi par là, j'ai l'impression. Bien, là-dessus, je pense que on est un peu le reflet de notre environnement en tant qu'individu. Mais les deux sont interreliés. Je veux dire, si on change notre mode de pensée, on va aussi changer notre environnement autour de nous. Mais c'est sûr que de vivre dans un environnement comme ça, puis d'avoir la conscience qu'il y a un danger, là, ça peut aussi freiner certaines personnes, se dire « il est trop tard ». Puis je m'en fous. Puis je vais... En réalité, là, c'est à nous d'en faire le plus possible. Je veux dire, on n'est pas parfait, là. Un humain, ça n'a jamais été parfait. On est tous des créatures égocentriques qui en fait, il n'y a personne qui comprend vraiment c'est quoi sa vie en réalité. Ce qui arrive, c'est qu'il faut essayer d'y donner un sens. Puis là, le sens qu'on y donne depuis bien des années, là, c'est basé sur la consommation. C'est basé sur la consommation. On a l'impression qu'on vit dans un monde... En fait, on a construit cette réalité-là. Là. Il ne faut pas oublier que si on a construit cette réalité-là, c'est possible d'en construire une autre. Mais je pense que soit on change notre environnement ou soit on change notre manière de penser, ce qui va avoir un effet sur notre environnement. Puis il faut aussi, je pense, matérialiser son intention. Il ne faut pas juste garder ça dans sa tête. Mais oui, non, c'est ça. Il y a de plus en plus de contenu médiatique qui sort par rapport à la conscientisation. Je ne sais pas si vous connaissez le film Tomorrow, Demain. C'est merveilleux. C'est un film qui montre des modes de vie, pas juste autosuffisants, mais des villes en entière qui sont capables de devenir quasiment indépendantes du reste de la planète. Des gens qui utilisent un pot maçon environ de déchets par année, de la pisciculture, c'est vraiment très, très, très intéressant et ça donne beaucoup d'espoir parce que, justement, si les gens deviennent pessimistes et se rendent quasiment dans un genre de nihilisme de « Ah, OK, ça avancera pas, il faut qu'on fasse quelque chose. » C'est ça le piège aussi, hein? C'est le piège de la pensée. Puis,
Mais l'affaire, c'est qu'on serait porté à penser que l'autosuffisance, ce serait difficile au Québec, là. On serait porté à penser que notre hiver, là, ça vient tout briser nos espoirs. C'est totalement faux. On ne pourrait pas être plus loin de la réalité. Premièrement, là, on a une électricité propre au Québec qui nous permettrait de chauffer des serres à l'année sans émission de gaz à effet de serre. On a aussi des modèles qui existent. Il y a des compagnies québécoises qui offrent des formations. Je peux citer Solutions ERA, qui, eux, offrent des formations pour du design de bâtiments écologiques autosuffisants. Puis la base de ça, c'est du chauffage passif avec une serre d'abondance qui est en fait c'est une serre qui est annexée au bâtiment, puis on produit une grande quantité de légumes et de fruits à l'intérieur. La transpiration de ces plantes-là et la chaleur que ça génère, on est capable de la réutiliser pour produire, pour chauffer la maison, en fait. Des systèmes de chauffage d'appoint ultra efficaces qui produisent très peu de gaz à effet de serre, comme un foyer de masse, par exemple. On a plein de solutions. On a aussi des géonefs qu'on appelle. Ce sont des bâtiments, en fait, qu'on utilise des matériaux de recyclage pour construire. C'est très peu coûteux. Puis, en fait, c'est la chaleur du sol. En fait, même l'hiver, là, le sol, il ne descend pas très froid. Là. C'est pas mal une température quand même égale tout au long de l'année. Donc, on se trouve, c'est frais pour l'été puis c'est chaud pour l'hiver. Donc, on creuse dans la terre, puis on utilise on recycle des pneus qui vont nous servir d'isolation. Puis le géonef est très bien adapté au climat québécois. Il suffit en fait, de voir que c'est possible, parce que en plus, c'est une solution économique. C'est pas même plus cher une maison autosuffisante qu'une maison traditionnelle, en réalité. C'est possible au Québec. En plus, avec le prix des maisons qui explose et de plus en plus les gens veulent de plus en plus d'espace pour de moins en moins de gens. Des maisons à 3 étages, 6 chambres, mais un couple, un enfant, un chien. C'est de plus en plus. C'est pas que c'est une perte d'espace, mais que c'est aussi des matériaux utilisés en plus, de l'espace utilisé en plus et des coûts astronomiques pour le chauffage, l'éclairage. Après ça, la piscine, le spa, les 3 autos dans. Mais je trouve que c'est quand même polarisé dans notre monde. Tu as d'un côté les gens qui vont dans l'excès, puis tu as de l'autre côté, tu as beaucoup de gens qui rêvent d'avoir une mini-maison, puis un mode de vie qui est minimaliste et qui font de la voyons, je cherche mon mot, là, c'est de la simplicité volontaire, en fait. C'est que ce soit. C'est par choix, ça passe par les choix. Puis je pense que ça dépend toujours du point de vue. Moi, personnellement, je m'intéresse beaucoup au sujet de l'autosuffisance. Puis je peux vous dire qu'il y a vraiment un mouvement là, qui se fait. Il faut juste prêter l'oreille. Il faut s'y intéresser. Puis c'est mieux de donner notre focus à ce qui se fait de beau que de s'en faire avec ce qu'il y a de moins bon. De toute façon, là, on ne peut pas changer ces gens-là. Puis s'il y a une multitude de gens qui décident d'avoir un mode de vie qui est propre, qui est carboneutre, déjà là, on a une grosse différence qui s'en vient devant nous. J'aurais une question. On parle d'espoir, mais sous l'influence des arguments négatifs, j'entends beaucoup d'adolescents, des gens de mon âge, dire « je veux pas d'enfant, j'ai pas confiance en le futur ». Est-ce que ce qui se passe présentement vous fait reconsidérer le fait de vouloir continuer la race humaine, si je peux dire ça, à avoir des enfants? Parce que c'est un argument qui est très fréquent de plus en plus et j'aimerais avoir votre vision là-dessus. Ben là, genre... comment dirais-je? Ben, c'est parce que c'est très polarisé, là, dans le sens que est-ce que je veux des enfants pour justement, moi, les éduquer d'une manière qui va faire en sorte que je vais être fière des citoyens
qu'ils vont être devenus, puis qu'ils vont, tu sais, avoir un impact sur, positif sur le monde. Mais en même temps, je me dis ce que j'ai vraiment envie de faire. Tu sais, ben là, moi, je suis pas une bonne candidate parce que je veux pas d'enfants. Fait que, je pense que genre le fait que nous, genre, qui s'intéressent tellement à comme vouloir améliorer le monde, qui se dit genre on veut pas d'enfants, c'est un peu en contradiction parce que justement, on pourrait faire des enfants puis ils seraient fucking nice, puis genre ils feraient plein de... Non, mais c'est vrai, genre, tu sais, ils contribueraient genre à plein de belles choses, genre, pour comme... Mais là, en ce moment, je tourne en rond un peu, mais c'est ça, je pense que, genre, faisons des enfants. Élevons des personnes conscientisées. Ouais, c'est ça, mais en même temps, il y a une autre partie de moi qui est comme... Ils vont à l'école, ils ont des amis. Dans pas long. Non, mais c'est pas ça, mais tu sais, c'est ça. Là. Il y a bien des affaires là, à prendre en considération. Parce qu'il n'y a pas juste l'influence des parents, il y a l'influence de l'école, des amis, du travail, mais des Puis en intérêts. plus, être un être humain en Occident, c'est fucking polluant. Là. On est tellement polluant, genre. Tu sais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Puis, mais je pense, il y a le problème de la surpopulation, oui. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est en surpopulation au Témiscamingue? Peut-être pas au Témis, peut-être pas au Témis. Je pense que de dépopuler des régions dans le monde qui sont surpopulées, en adoptant des enfants, par exemple, ça peut être une alternative. Parce que, puis si on enseigne aussi le mode de vie, comme disait Sarah-Jeanne, je pense que oui, il y a l'éducation en tant que telle de ces enfants-là. Puis moi, j'ai confiance à la vie, en réalité. Puis j'ai confiance en l'humanité. Moi, j'en croise beaucoup de gens qui ont plus foi en l'humanité, là. Mais moi, regardez tout ce qu'on a fait dans le passé, là. On est cette même espèce-là, aujourd'hui, là. Puis on se mettrait en petite boule puis on pleurerait sur notre sort. Je pense qu'on est capable de mieux que ça. J'aimerais savoir, vous avez tous les deux habité en ville, Montréal, je pense tous les deux. Est-ce que vous avez vu une différence dans les mentalités région versus grande ville par rapport à l'environnement, par rapport à la vision? Quand même flagrant, je dirais, là, dans le sens, la culture populaire qui est comme, on est des militants qui se bat pour l'environnement, mais genre, on va magasiner au H&M, tu sais. Mais je veux dire, tu sais, il faut pas... Je comprends. Non, mais tu sais, je veux pas dire que ces gens-là, ils sont méchants ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a comme une certaine naïveté là-dedans qui fait en sorte que, comme, les gens... Puis je veux pas, genre, dire « Ah, les gens de ville », c'est pas ça, mais je pense qu'en ville, il y a comme un mouvement vraiment militant qui est comme OK, tu sais, on fait des manifestations et tout, mais est-ce qu'on est vraiment conscientisé? Puis est-ce qu'on sait vraiment que nous, en tant qu'individus, pourquoi on le fait? Genre, pourquoi on fait ça? Parce que c'est populaire, puis parce que, genre, on veut protéger l'environnement, puis que, tu sais, protéger l'environnement aussi, encore là, c'est un concept que nous, en Occident, on a inventé parce qu'on l'a scrappé, fait qu'on essaie de remédier à ça, mais au final, comme, c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un mouvement en ville, contrairement en région, que je pense qu'en région, on est plus, comme, proche de la nature, puis on est plus comme vraiment connecté à nos valeurs. Puis je dis, genre, je veux dire, je suis en contradiction. Je suis sûre que tout le monde, tu sais, les êtres humains, on est pas mal tout le temps en contradiction aussi. On fait des trucs des fois que ça va contre nos valeurs, puis sans savoir, je pense, mais je pense qu'en ville, c'est vraiment plus intense. Comme, tu sais, moi, je vois des affaires qui sont comme, OK, genre, c'est vraiment, genre, OK, réveillons-nous, genre, c'est triste, là. Je sais pas si... Ouais. Ben, en fait, ouais, ce que moi, j'ai remarqué là, en ville, c'est qu'ils sont beaucoup dans le... Il y a beaucoup de gens de notre âge qui sont dans le conceptuel, puis dans les paroles, plus que dans les actions, parce qu'ils savent pas nécessairement quoi faire. Quand tu restes à Montréal, là, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, tout est en béton, tout est... Ils pensent même pas au côté changer de mode de vie, parce que... Je veux dire, c'est tellement construit d'une certaine façon, puis tout est en boîte en ville, hein. Tu peux pas t'évader dans la nature. Non, c'est ça. Puis je veux dire, tout est accessible comme ça. C'est sûr que
quand on est habitué à ce mode de vie-là, on est habitué à un certain confort. Puis on est des créatures d'habitude, les humains. Hein. Il y a un côté je veux pas défaire mon confort, tu sais. Mais s'ils savaient à quel point qu'on peut avoir du confort en autosuffisance, puis en restant en région, parce que pour eux, là, pas pour eux, là, je généralise bien trop en ce moment. On parle d'un certain stéréotype de personne. On parle du stéréotype, Ouais. ouais. Parce que oui, ça existe, puis il y en a beaucoup des gens comme ça. Mais je parle pas de tout le monde en ville. Parce Il y que en a c'est certains qui ont l'impression que leur qualité de vie va réduire lorsqu'ils se retrouveront à l'extérieur de l'île. de ne pas avoir des dépanneurs 24 heures, La manière de le formuler, c'était parfait. Non, mais c'est vrai. de ne pas avoir de transport en commun, Ouais. de ne pas avoir des DEP 24 heures sur Ouais. 24, des restos fancy, Pourtant, toutes non, les mais, activités. C'était parfait. mais ça, c'est que c'est très possible. Moi, personnellement, là, je trouve que la qualité de vie au Témiscamingue, là, dans les meilleures qu'on peut avoir au monde, personnellement. C'est sûr que je me base sur ce que j'ai vécu, là. Il y a un billet à un certain point. Ouais. Moi, je suis pas du genre. Je suis pas le genre de personne qui va aller dire hey, toi, tu fais pas ça correct. Qui on est pour juger de ce qui est correct en réalité, tu sais. Mais c'est une chance aussi qu'on a eue, tu sais, d'être élevé en région, Ouais. puis d'être conscientisé comme ça, je pense, là, parce Je que... me sens chanceux aussi. Ouais. Ben, je viens pas du Témiscamingue, là, mais ça fait 10 ans là, que je suis ici, puis j'ai le goût de revenir. Là. Mes racines sont ici. Là. C'est tellement... C'est ça, ouais. Là, on a fait un peu la différence entre la ville et la région, entre les jeunes et les vieux. Maintenant, les personnes plus vieilles. Et encore là, on veut pas aller trop dans les clichés ni les stéréotypes, mais il y a quand même certains clashs générationnels. Est-ce que vous les voyez quand même pas mal avec vos parents, par exemple, avec vos profs, vos collègues de travail? Ouais, ben, je vais donner un petit exemple. Je travaillais sur une ferme il y a quelques années. Puis là, on faisait un travail de peinture sur une wagon pour le foin. Puis là, on prend... à la fin, on a nos pinceaux qui sont sales. Puis là, mon boss, il me dit « Ah, va laver ça en arrière de la shed avec du gaz. » Puis là, ben moi, j'étais jeune, puis je l'ai fait. Mais ça fait combien d'années qu'il le fait? Puis ça fait combien d'années? Ça prend 20 ans pour qu'un contaminant descende dans la terre puis se rende. Environ 20 ans, mettons. Pour qu'un contaminant passe de la surface jusque dans la nappe phréatique. Ça fait combien de temps qu'il le fait? C'est ça. Puis c'est combien de personnes comme ça qui font des actions comme ça? Puis qui n'ont pas vraiment conscience. Il y a plusieurs années, là, on prenait l'huile usée, là, puis on étendait ça dans les chemins de terre pour pas que ça fasse de poussière. Là. Ils passaient avec des gros sprayers, là, puis des gicleurs, là, puis ils lançaient l'huile là-dessus. Puis là, ben super, il n'y a plus de poussière dans mon chemin. Mais elle est rendue où, cette huile-là? Ça disparaît pas. Rien ne se perd, rien ne se crée. Puis cette mentalité-là est encore présente. Puis surtout au Témiscamingue, là, surtout dans les régions rurales comme ici, là, il y a comme un... Je pense que c'est une perception que la nature est éternelle, puis qu'elle a toujours été là, puis qu'elle va toujours être là, puis que des fois aussi, les gens, plus de l'âge de mes parents, là je parlais un petit peu plus vieux, là, de l'âge de mes parents, souvent, ils ont tendance à pas nécessairement à croire à l'autosuffisance. Se dire que non, c'est pas réalisable, non, c'est utopique, puis c'est... Des rêves de jeunes. Des rêves de jeunes. Moi, tout, je pensais de même quand j'avais ton âge. J'ai entendu ça, mais c'est... Je pense qu'il faut foncer. Faut pas avoir peur. Il y en a des exemples là, de gens qui ont réussi, puis même, les exemples que je peux citer, c'est des gens qui ont l'âge de mes parents. C'est pas nécessairement une question d'âge, c'est une question de mentalité. Puis c'est pas nécessairement tout le monde qui a, d'une certaine tranche d'âge qui a la même mentalité. Il y a des gens de notre âge là, qui ont des mentalités, d'autres mentalités plus conservatrices un petit peu.
c'est pas mauvais, là. C'est juste, c'est peut-être pas la meilleure façon de penser pour conserver notre environnement. Et toi, Sarah, est-ce que tu trouves qu'il y a quand même aussi un clash générationnel? Ouais, quand même, je dirais. Ben, comme Félix l'a dit, ça dépend des mentalités et tout, de ton milieu d'éducation, mais c'est juste que des fois, ils sont très conservatrices. Puis, ben, je dis ça, puis c'est par rapport à plein de polémiques sociales aussi. Là, c'est pas juste l'environnement. Mais... Maintenant, sur une note encore plus témiscamienne, on a des organisations en région comme l'OBVT, l'organisme des bassins versants du Témiscamingue. La protection des lacs, ils cherchent des bénévoles, ils cherchent des gens pour aider, mais on dirait que c'est difficile d'aller chercher du monde, faire du bénévolat pour ça, pour la protection des ZEC. Comment on pourrait faire pour aller chercher les gens? Quel message on pourrait envoyer? Comment rejoindre plus la population, plus les jeunes, plus les gens qui sont occupés, mais pour vraiment les conscientiser? Mais je pense que, outre les lacs qui sont situés dans les ZEC, justement, là, il y a un gros problème. On a juste... On a combien de ZEC au Témis? Il y a genre ZEC Kipawa, Restigo. Je pourrais pas dire honnêtement, mais il y en a quelques-unes. En tout cas. Bon. Outre les ZEC qui sont à peu près, même pas un tiers du territoire du Témiscamingue. Le lac Témiscamingue, là, avec les algues bleu-vert. Il y a les lacs qui sont très fréquentés, veut pas, ben, il y a de la pollution qui se fait. C'est ça. Je pense que les porcheries de Olimel, c'est quand même c'est très inquiétant qu'on ait ça au Témis en ce moment, puis qu'il est responsable aussi de beaucoup de pollution justement dans nos lacs et tout. Fait que ça, je dirais que ça m'inquiète, mais comme voir les solutions et tout, je sais pas, parce que moi, tu sais, je veux dire, je connais des gens qui sont impliqués en politique municipale au Témiscamingue, puis qui ont essayé de ne pas faire rentrer les porcheries, puis ça a été l'enfer. Genre, c'est vraiment des multinationales qui disent, genre, on s'en vient, nous, on reste là pendant 10 ans, puis après, on s'en va, puis genre, fuck vos lacs, puis vos forêts, on s'en fout, nous, on a pollué, puis on a fait notre cash. Fait que, tu sais, je pense que c'est quand même quelque chose qui... Je saurais pas quoi... Genre, je sais pas comment on peut remédier à ça, genre par des manifestations ou quoi que ce soit, mais là, ils sont rentrés, les porcheries, de toute manière, puis on est pognés avec ça. Fait que c'est quand même quelque chose qui m'inquiète aussi pour le futur du Témiscamingue. Je me dis, genre, faudrait qu'on se débarrasse de ça au plus vite, là, mais... Parce que, outre la création d'emplois, les points positifs sont pas nécessairement très présents. Oui, mais je pense pas être la candidate qui va dire, genre, les porcheries, là, c'est... J'aimerais savoir, au Témiscamingue, on a un énorme territoire avec justement très peu de population, on est environ 17 000, je pense. Comment mettre à profit nos terres, comment mettre à profit notre espace pour améliorer les choses? Bien, moi, je pense qu'on pourrait être une terre d'accueil pour l'autosuffisance. Le prix des terres au Témiscamingue est vraiment attirant pour des gens de l'extérieur. On pourrait même repeupler des zones du Témiscamingue qui sont moins actives en ce moment. Je pense un peu à l'Est témiscamien qui était le centre démographique du Témiscamingue à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu dévitalisé. Puis moi, j'adore l'Est témiscamien. Je trouve que c'est une région qui est riche, qui a un environnement qui a tellement de potentiel. Puis je pense que si on fait les bons moves, si on prend les bonnes décisions en tant que MRC, je pense qu'il y aurait un potentiel d'apporter des gens. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire muter notre économie. Puis même que tout le Témiscamingue, à la limite, là, ça pourrait être autosuffisant. On pourrait avoir une économie pour la nourriture, en tout cas, qui pourrait être basée sur l'échange. Puis ensuite, ben là, ça fait que les gens là, ils vont travailler quand même.
on va avoir des revenus qu'on va pouvoir plus dépenser aussi dans notre commerce local. On pourrait créer de l'abondance au Témiscamingue. Il y a moyen là, qu'on soit vraiment riche économiquement et aussi mentalement, parce que avoir un mode de vie sain et équilibré, là, ça a une influence sur comment on se sent. Puis si on se sent valorisé, si on sent qu'on fait quelque chose pour quelque chose de plus grand ou qu'on fait quelque chose pour tout simplement vivre mieux puis que les autres puissent vivre mieux, bien, on va se sentir mieux aussi. Pour faire un parallèle, admettons, si on prend exemple sur certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs qui existent encore aujourd'hui, la pensée populaire nous porterait à penser que ils sont toujours en recherche de nourriture, puis ils sont toujours dans un état de survie, puis en réalité, là, ils vivent plus dans l'abondance. Parce que c'est basé sur le partage. Puis ils réussissent ils accumulent pas, mais tout le monde est nourri en masse. Puis ça laisse plus de place pour les loisirs. Ça fait une vie qui est beaucoup moins stressante. C'est littéralement le contraire de ce qu'on pourrait penser en tant qu'occidental. Puis je peux faire le parallèle avec le mode de vie autosuffisant. L'autosuffisance, là, ça ne veut pas dire vivre pauvre. Ça veut dire créer de l'abondance, réduire la pression économique sur notre portefeuille, côté nourriture, côté énergie. Puis avec cette abondance-là, on travaille plus. C'est sûr qu'il y a une partie de travail, là, c'est à tous les jours. Il faut prendre soin de ces animaux, si on en a, de ces plantes, etc. Sauf que ce temps-là semble beaucoup plus riche que les heures qu'on passe au bureau à gagner l'argent nécessaire pour aller travailler. On vit dans un monde qui est plus adapté à nos besoins en tant que société, en tant qu'animal aussi, parce qu'on est en train de... Dans le fond, là, c'est juste qu'on se reproduit trop pour la capacité de l'environnement de nous fournir. Puis on a créé des inventions qui sont polluantes. Il faut vraiment changer ça drastiquement pour que ça change. J'aimerais juste savoir si vous auriez un conseil ou une sage parole, une petite conclusion à c'est pas un débat, à ce sujet d'actualité. Sarah? Bien, je dirais aux gens de continuer à se battre pour de préserver notre nature et notre écosystème, puis de faire attention aux animaux et aux plantes qui nous entourent, parce que c'est eux qui nous font vivre. Fait que c'est ça. Voilà, merci. Vivre en harmonie. Faites de l'or, les jeunes. Oui. Moi, je pense que c'est important d'être optimiste. C'est important de ne pas avoir peur d'aller vers ce qu'on sent qui est juste. On peut se sentir paralysé par bien des choses, mais au bout du compte, là, il suffit d'avoir confiance, je pense. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était une très, très belle discussion, très dans la défense de vos idées, et c'est ça qu'il faut, les valeurs et la vision du Témiscamingue et de l'environnement. Donc, c'était Félix Lemens et Sarah-Jeanne Manta pour le Triangle des idées pour le sujet de l'environnement. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une très, très belle journée. Nous tenons à remercier le Club Richelieu de Lorrainville, fier partenaire officiel du Triangle des idées Édition Jeunesse.